Je vous souhaite donc la bienvenue pour le début de cette série, de ce cycle de 6 promenades dans la Rome antique, qui fait un peu suite au cycle de l'an passé, si je puis dire, les 6 promenades dans l'Italie antique. Mais j'ai conçu cette série de 6 promenades dans la perspective de l'exposition que le musée du Louvre-Lens va proposer au printemps prochain sur Rome, sur la civilisation romaine. Et donc, je me suis arrangé pour que le cycle soit terminé lorsque l'exposition va commencer au mois d'avril. Alors, je vous propose de vous promener en ma compagnie, ici et là dans Rome, de flâner sur différents sites, dans différentes zones de la ville antique, des quartiers que j'aime particulièrement, dans ce qui est, pour moi, l'une des plus belles villes du monde. Et nous nous promènerons sur les collines de Rome. Aujourd'hui, ce sera le Palatin. Nous nous promènerons sur les forums, le forum romain, les forums impériaux. Nous irons au Champ de Mars. Nous irons jusqu'à Ostie également, le port de Rome. Et je compte procéder toujours de la même façon, c'est-à-dire d'abord présenter un lieu, parce que l'histoire de Rome, c'est aussi une géographie de Rome, présenter en fonction de ce lieu un ou plusieurs épisodes de la mythologie romaine, de l'histoire de Rome aussi, et terminer par la présentation d'un objet, d'un monument, d'une œuvre d'art particulièrement intéressante. Donc, nous commençons par le Palatin, qui sera la première promenade dans cette série de 6, le Palatin que l'on peut comprendre comme étant la première colline de Rome. Le Palatin peut être associé à tout ce qui évoque la naissance de la ville, c'est-à-dire le mythe de Romulus, le mythe de la Louve, le sillon primordial, tout cela se réfère au Palatin. Mais le Palatin était aussi un lieu précis, une colline, c'était un quartier résidentiel dans la ville, et il est même devenu, ce quartier résidentiel, le siège de la résidence de l'empereur, le siège du pouvoir même, le palais par excellence en quelque sorte. Et donc nous allons monter sur le Palatin, qui est l'une des 7 collines de Rome. L'expression 7 collines de Rome, c'est une expression convenue. Comme vous voyez sur ce petit croquis, il y a en fait plus de 7 collines à Rome, surtout que quelques-unes de ces collines se subdivisent en différents promontoires. Et donc, la liste n'est pas absolument précise. Et de toute façon, peu importe. Ce qui nous intéresse, nous, c'est donc cette colline qui est là et qui est le Palatin. Nous allons parcourir cette colline tout d'abord en nous promenant sur les flancs du mont Palatin, en suivant un itinéraire qui a été aménagé par le parc archéologique. Alors aujourd'hui, ce parc archéologique s'appelle Parc archéologique du Colisée. Et il regroupe le Colisée, le Forum romain et le Mont Palatin. Autrement dit, le nom même de Palatin a disparu dans la nouvelle dénomination au profit de Colisée. Vous savez peut-être que le Colisée est le monument le plus visité d'Italie. Alors, il y a un sentier qui a été aménagé sur les flancs du Palatin, on pourrait dire un chemin vert qui se promène dans la végétation qui pousse sur les flancs de cette colline, et ce percorso verde, comme on dit en italien, ce chemin vert, lorsqu'on le suit, permet de voir les monuments du Palatin par le bas, si l'on peut dire. On est en dessous, au pied de la colline, et on voit les substructions de ces monuments qui sont en ruine aujourd'hui. Et cela peut donner une idée du volume, de l'importance de ces bâtiments. Ce que vous voyez là, c'est le mur, une partie du mur d'un bâtiment qu'on appelle le stadium, que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, le stadium, on le voit très bien quand on est au pied de la colline. Et les autres bâtiments, on les voit un peu moins bien. Cette colline, ces flancs de la colline du Palatin sont recouverts de végétation, et le chemin vert permet de voir de quelle végétation il s'agit. Et là, on peut s'inspirer de Pline l'Ancien, l'auteur de l'histoire naturelle, qui a décrit précisément la végétation qui pousse sur le mont Palatin et qui poussait sur les flancs du mont Palatin. Pline, par exemple, parle de l'églantier, qu'il appelle le rosier des chiens. C'est d'ailleurs son nom botanique aujourd'hui, hein, Rosa canina. Et donc cet églantier, dans l'esprit de Pline l'Ancien, c'est
une plante tout à fait importante, tout à fait essentielle. Pline explique que l'églantier, le rosier des chiens, permet de soigner et même de guérir la rage transmise par les morsures de chiens, d'où le nom sans doute qu'il lui a donné. Et l'églantier était utilisé par les Romains peut-être pour guérir les morsures de chiens, mais surtout était utilisé pour des raisons ornementales, hein, pour la décoration des jardins, et aussi pour l'utilisation à des fins thérapeutiques des faux fruits de l'églantier qu'on appelle le cynorhodon, et qui sont très riches en diverses substances. Alors les Romains n'étaient pas très au fait de la composition de ces cynorhodons, mais ils avaient remarqué qu'il y a là quelque chose d'intéressant pour la santé. Alors l'églantier, première plante poussant sur les flancs du Palatin. La mauve est une autre plante qui pousse aussi sur les flancs du Palatin. La mauve qui est très appréciée par les Romains, et Pline explique que la mauve est souveraine contre beaucoup de maladies. Euh, Contre toutes les maladies, c'est une sorte de panacée. D'ailleurs, on a longtemps pensé cela en Italie. Longtemps, on a appelé la mauve en Italie omnimorbia, c'est-à-dire précisément la panacée, la plante souveraine contre toutes les maladies. Mais aussi bien à l'époque de Pline que de nos jours, la mauve entre dans la composition des salades. Et donc, c'est une plante alimentaire aussi que nous trouvons sur les flancs du Palatin. On peut trouver aussi des iris à la saison. Là, ce n'est pas vraiment une plante utilisée pour maintenir la santé ou pour l'alimentation. C'est une plante décorative, notamment l'iris violet qui passe pour avoir poussé sur la tombe de Didon. C'est Virgile qui nous raconte ça. Et donc, l'iris violet est fréquemment associé dans la Rome ancienne aux pratiques funéraires. En dehors de l'iris, on peut trouver aussi le genêt ou le cytise. Pline explique que le genêt a une particularité remarquable, c'est que les cendres du genêt contiennent de l'or, enfin contiennent des particules dorées qui, dans son esprit, ressemblent à de l'or. Le genêt, en tout cas, fournit assez fréquemment une fibre utilisée pour la reliure des manuscrits, donc des rouleaux, et une fibre donc pour fabriquer les contenants des rouleaux, et une fibre aussi utilisée parfois pour réaliser certains cordages, donc plante utilitaire également. On trouve aussi sur les flancs du Palatin la rue des Jardins. Alors la rue des Jardins est extrêmement appréciée dans l'Antiquité. On pense qu'elle est souveraine contre beaucoup de maladies, on ne sait pas bien lesquelles. On pense que surtout, elle est souveraine contre, enfin, elle permet de chasser les sortilèges, de chasser le mauvais œil, de chasser les démons. Et en tout cas, Pline le dit bien, la rue des Jardins est une plante difficile à éliminer parce que quand on la touche, si la sève de la rue touche la peau, alors il y a des irritations qui apparaissent, nous disons des allergies, mais tout cela avait été remarqué bien sûr dans l'Antiquité. La rue, le cornouiller également, qui pousse sur les flancs du Palatin. Le cornouiller est réputé pour son bois rouge, très spectaculaire, et le cornouiller est probablement le végétal le mieux lié à la mythologie romaine, puisque dans les récits de fondation, il y a un épisode qui met en scène Romulus, il y a un épisode où l'on voit Romulus jeter une lance sur le Palatin. Cette lance est en bois de cornouiller, en bois rouge, et donc la lance va se ficher dans le sol et elle va prendre racine, et puis elle est probablement à l'origine des cornouillers qui poussent sur la colline. Le cornouiller, donc, une plante qui pousse sur le Palatin. Et puis une dernière plante, pour terminer notre parcours sur ce chemin vert, c'est l'acanthe. Les feuilles d'acanthe, on le sait, Vitruve l'a expliqué, les feuilles d'acanthe ont inspiré les sculpteurs qui réalisent les chapiteaux, ou tout au moins certaines variétés de chapiteaux que l'on pose sur les colonnes. L'acanthe a une fonction donc ornementale dans les jardins, si l'on veut, et ornementale dans l'architecture aussi. Alors cette promenade, donc aménagée sur les flancs du Palatin, nous amène tout naturellement en un lieu précis qui est photographié ici. Ce lieu qui est d'une part un escalier qui permet de grimper sur le sommet de la colline, on appelle ça l'escalier de Cacus,
Et cet escalier permet d'arriver dans une zone où s'est dressée la maison d'Auguste, la maison de l'empereur Auguste. Et donc le chemin nous amène naturellement à la maison d'Auguste, par quoi je vais commencer tout à l'heure la présentation du sommet de la colline. Mais le chemin vert nous réserve une surprise aussi. Il nous a amenés en un lieu qui est certes le pied de la maison d'Auguste, mais qui est aussi le Lupercal. Et le Lupercal est un lieu tout à fait intéressant. C'est de cette zone, le Lupercal, que s'élancent le 14 février les Luperques, qui font le tour de la ville sur l'emplacement précis du sillon tracé par Romulus, donc sur le Palatin ou au pied du Palatin. Les Luperques, donc, c'est le nom que l'on donne à de jeunes hommes qui participent à un sacrifice le 14 février, le sacrifice d'un bouc. Et la peau de ce bouc, divisée en lanières, est utilisée par les Luperques qui vont courir autour de la colline du Palatin en brandissant ces lanières de peau de bouc et en frappant les personnes qui viennent à se trouver sur le chemin. Si ces personnes sont des femmes, alors les femmes enfanteront dans l'année. Et donc, toute bonne romaine sait que si le 14 février, elle se place sur le chemin de la course des Luperques, eh bien, elle risque d'être mère quelques mois plus tard. C'est une fête extrêmement populaire. C'est une fête, on ne peut plus païenne, mais c'est une fête très populaire qui dure jusqu'à la fin de l'Antiquité, c'est-à-dire jusqu'au 5e siècle, au moment où le pape qui règne à l'époque, qui s'appelle le pape Gélase Ier, le pape Gélase Ier estime que franchement cette fête païenne a suffisamment duré, et donc il l'a convertie en une fête en l'honneur d'un martyr du IIIe siècle, Saint Valentin. Donc les Lupercales se transforment au 5e siècle en une fête de Saint Valentin. Alors par la suite, la symbolique de la Saint Valentin a évolué, comme vous le savez, mais elle se rattache, cette symbolique et cette fête, se rattache peut-être aux Lupercales de l'Antiquité. Cela, on ne le sait pas forcément toujours. Alors, le Lupercal, c'est sans doute un endroit d'où s'élancent les Luperques au moment de la fête du 14 février, mais c'est aussi un endroit où se trouvait la grotte, la caverne, dans laquelle vivait la louve qui a nourri Rémus et Romulus. Et donc, cette louve nous entraîne dans notre deuxième point, après la présentation du lieu, les évocations de certains épisodes de la mythologie romaine. Donc, nous allons grimper sur le sommet de la colline et découvrir ce que les Romains appelaient Roma Quadrata. Roma Quadrata, Rome carrée. Sur ce croquis, vous voyez que l'on a représenté sur le Palatin, on a représenté par un trait ici les limites de la ville de Rome, c'est-à-dire les limites tracées, établies par Romulus aux origines de la ville. Donc, nous trouvons là une première évocation de Romulus. Faut-il accorder du crédit aux légendes et aux récits mythiques sur les origines de la ville? Nous savons, nous, qu'il faut accorder au mythe la valeur qu'il mérite, c'est-à-dire il y a un intérêt, il y a une fonction étiologique du mythe, mais enfin, ce ne sont pas des récits d'histoire quand même. Les anciens le savaient très bien, vous voyez, ce paragraphe de Tite-Live, dans la préface à l'histoire romaine, où Tite-Live nous dit « Quant aux récits relatifs à la fondation de Rome, ou antérieurs à sa fondation, je ne cherche ni à les donner pour vrais, ni à les démentir. Leur agrément doit plus à l'imagination des poètes, au sérieux de l'information. » Et donc, on accepte que les anciens mêlent les dieux aux affaires humaines pour donner plus de majesté à leur ville. Alors, on va mêler d'abord les dieux à cette évocation du Palatin, et puis ensuite, nous reprendrons l'examen des affaires humaines. Alors, les dieux, c'est Rémus et c'est Romulus, donc il faut évoquer. J'illustre ce point par les fresques que l'on trouve au palais du Capitole, et dont on parlera la prochaine fois. Ces fresques donc, du Cavalier d'Arpin, elles datent du début du XVIIe siècle, à la fin du XVIe siècle, et elles nous montrent ici, en tout cas, la découverte par le berger Faustulus, la découverte donc de Rémus et Romulus allaités par la louve, donc au Lupercal, que nous venons de voir. Donc, le peintre n'a qu'une idée approximative de la géographie précise du mont Palatin, peu importe. Qui sont Rémus et Romulus? Ce sont les fils de Rhea Silvia, qui est la fille du roi d'Albe Numitor, et Rémus et Romulus sont aussi les fils du dieu Mars. Le dieu Mars a séduit la mortelle Rhea Silvia, et de cette union sont nés Rémus et Romulus. Donc, fils de Mars et de Rhea Silvia, et de ce faisant, petit-fils du roi d'Albe Numitor.
Alors, dans cette ville fondée par Énée et par Ascagne autrefois, il y a une révolution de palais qui voit le roi Numitor renversé par son frère Amulius. Et donc, Amulius estime que les petits-fils de Numitor risquent, quand ils auront grandi, d'être un danger. Et donc, anticipant les conseils de Machiavel, il décide de faire jeter les jumeaux dans les flots du Tibre. Alors, les ordres ne sont pas bien respectés, les jumeaux ne sont pas jetés dans les flots du Tibre, ils sont déposés dans un panier qui va flotter sur le Tibre et qui va finir par arriver jusqu'à la grotte du Lupercal, donc jusqu'à la grotte où se tient la louve qui va nourrir pendant un temps les jumeaux divins. Et c'est ce que nous montre donc cette fresque du cavalier d'Arpin. Il y a donc aux origines de Rome, il y a cette liaison avec d'un côté Mars et de l'autre côté, en remontant la filiation de Rhea Silvia, de Numitor et des ancêtres, Ascagne et Énée donc prince troyen. Alors, que deviennent Rémus et Romulus? La légende mythique donne diverses tribulations, peu importe. Il y a surtout un moment, lorsque les deux jumeaux sont devenus adultes, il y a un moment où ils vont fonder la ville de Rome. Et donc, pour cela, ils vont recevoir, il va falloir consulter la volonté divine, hein, avoir l'approbation divine. Et donc, c'est la scène où l'on voit Rémus et Romulus recueillir les auspices, c'est-à-dire observer, les auspices se prennent de cette façon à l'époque, observer le vol des vautours dans le ciel. Et donc, l'idée est que celui des deux qui verra les vautours, eh bien, sera le fondateur de la ville. Rémus, installé sur l'Aventin, voit d'abord 6 vautours, mais Romulus, installé sur le Capitole, voit ensuite 12 vautours. Alors, Rémus est le premier, mais Romulus a vu plus de vautours, donc quelle est la volonté des dieux? On ne sait pas trop. Toujours est-il que c'est Romulus qui finalement s'impose et qui est donc le fondateur de la ville, et il va tracer la limite de la ville, une autre fresque du cavalier d'Arpin, tracer la limite de la ville en poussant une charrue. Alors, le peintre n'a pas représenté Romulus poussant personnellement la charrue, mais c'est pourtant ce que nous dit le mythe. Et donc la charrue, le socle de la charrue va ouvrir le sol, la terre va être rejetée d'un côté, et il va y avoir donc le creusement d'un fossé. Un fossé et une muraille vont être ainsi esquissés par la charrue, que Romulus pousse sur un itinéraire tout à fait précis qui fait le tour donc, du Palatin sur les flancs, au pied ou sur le sommet de la colline, enfin, ça dépend un peu des endroits. Donc, se trouve ainsi tracée la limite fondamentale, le sillon primordial de la ville, de la Roma Quadrata, et cette limite est dans la civilisation romaine une limite absolument essentielle. C'est une limite mythique établie par Romulus, mais elle devient en réalité la première limite de la ville, en effet. Il y a un mot latin d'ailleurs précis pour désigner ça, le pomerium. Et donc, dans l'esprit des Romains, c'est absolument essentiel, puisque cela délimite ce qui est intérieur à la ville, à l'intérieur de limite, et ce qui est extérieur à la ville. Le pouvoir ne s'exerce pas de la même façon à l'intérieur et à l'extérieur. Le pouvoir à l'intérieur de la ville, c'est un pouvoir fondamentalement civil. Le pouvoir à l'extérieur de la ville peut être un pouvoir militaire. Le pouvoir des généraux, par exemple, qui commandent les armées, qui ont sur les citoyens droit de vie et de mort, eh bien, ce pouvoir des généraux ne peut s'exercer qu'à l'extérieur de la ville, à l'extérieur de la limite qui sera amenée au fil du temps à être déplacée, puisque la ville va grandir, évidemment, mais qui restera importante jusqu'à la fin. Un général victorieux qui reçoit les honneurs du triomphe, par exemple, c'est un général à qui on va donner exceptionnellement l'autorisation de défiler avec ses troupes en armes à l'intérieur de la ville. C'est tout à fait particulier, c'est une exception à la règle, en quelque sorte, qui veut que l'on n'entre pas en armes dans la ville. Alors, cette limite est importante aussi puisqu'elle délimite le lieu où vivent les vivants et le lieu où vont reposer les morts. Les morts reposent à l'extérieur de la ville. Alors, dans l'Antiquité, c'est assez courant que les morts reposent à l'extérieur des villes, mais à Rome, c'est particulièrement décisif, particulièrement important. On ne compte pas de tombeaux à l'intérieur de la ville, sauf des tombeaux très anciens qui auraient pu être incorporés dans la ville lorsque l'on déplace la limite, et on a déplacé à plusieurs reprises la limite. Bon, c'est
un cas particulier. Et la seule exception à l'instauration d'un tombeau nouveau dans la ville, c'est le tombeau de Trajan, la colonne Trajane, qui abrite dans son socle l'urne funéraire de Trajan. C'est la seule exception connue à la création d'un tombeau nouveau à l'intérieur de la ville. Même Jules César n'a pas eu cet honneur-là. Donc, un interdit funéraire tout à fait marquant. En somme, on comprend bien que le Palatin, la Roma Quadrata, se rattache au mythe des origines de la ville, mais en même temps se rattache au premier temps de l'histoire de Rome. On peut dire que le Palatin est le lieu où vivent et où existent les premiers Romains. Et chose extraordinaire, on peut considérer que c'est vers le Palatin aussi que se sont tournés les derniers Romains. Les derniers Romains qui se sont tournés à un moment donné vers ce lieu précis qu'on appelle les Curiae Veteres. Curiae Veteres, c'est le nom qu'on donne à un sanctuaire des premières tribus de Rome. On n'est pas bien renseigné sur les rites qui étaient célébrés aux Curiae Veteres, mais vous voyez l'emplacement des Curiae Veteres sur le sillon primordial tracé par Romulus, sur le chemin des Luperques aussi, c'est le même endroit en fait, et donc un des coins de la Roma Quadrata en quelque sorte, un des angles de la Roma Quadrata. Et donc, les derniers Romains se tournent vers les Curiae Veteres en 2005. Les archéologues qui fouillent le site archéologique du Palatin découvrent ces objets que vous voyez là, qui sont soigneusement rangés, soigneusement enterrés. Ils ont été déposés, ils ont été emballés dans un tissu, ils ont été déposés dans un sac de cuir, dans des sacs de cuir, et soigneusement enterrés, on peut dire soigneusement cachés. Ils sont mis au jour en 2005. On va les nettoyer, on va les restaurer, on va les étudier aussi, et puis ils sont maintenant présentés dans une des salles du musée national romain au Palazzo Massimo. Et vous voyez donc ce que sont ces objets, ces sphères de cristal de roche, ces sphères de pierres semi-précieuses qui sont installées soit sur des hampes de lance ou de drapeau, soit au bout d'un, ce qu'on pourrait appeler un bâton en quelque sorte. Donc, que sont ces objets? C'est a priori évidemment une découverte originale que l'on peut identifier si on rapproche ces objets des effigies impériales. Voilà par exemple un portrait de l'empereur Claude, donc qui règne au 1er siècle, au milieu du 1er siècle de notre ère, et vous voyez que l'empereur Claude arbore ce qu'on pourrait qualifier de sceptre. Bon, le sceptre, c'est une notion qui se rattache au roi chrétien ultérieur, hein, mais enfin un insigne en tout cas, un insigne impérial qui a cette forme. Eh bien, ce que les archéologues ont trouvé donc, au pied des Curiae Veteres en 2005, ce sont des insignes impériaux. Alors pourquoi? De quels insignes s'agit-il? La datation du dépôt est à peu près établie les premières années du IVe siècle après Jésus-Christ. Et les premières années du IVe siècle après Jésus-Christ, eh bien, c'est l'époque de la bataille du pont Milvius. Après la tétrarchie de Dioclétien, il y a des rivalités pour le pouvoir, il y a des guerres civiles, si l'on veut, dont sortira vainqueur, après bien des péripéties, Constantin. La bataille du pont Milvius, qui a lieu en 312, est l'une de ces batailles donc, pendant les guerres civiles dont je parle. Le pont Milvius, bien, vous l'avez ici, c'est un pont sur le Tibre, et les fresques que nous avons jusqu'ici se situent dans le palais des conservateurs sur la colline du Capitole. Celle que nous voyons là se situe dans le palais apostolique au Vatican, dans ce qu'on appelle les stances de Raphaël, c'est-à-dire l'appartement pontifical. Et Raphaël a réalisé plusieurs fresques dans cet appartement. Celle-là a été réalisée après la mort de Raphaël, donc par son élève Jules Romain. Donc Jules Romain représente la bataille du pont Milvius. Le pont, donc, on l'a ici, sur le Tibre, qui coule là, et en 312 se heurtent auprès du pont Milvius les armées de l'empereur en titre, en 312, qui est l'empereur Maxence, et les armées de son rival, en lutte pour la conquête du pouvoir, qui est donc Constantin. Donc Constantin est représenté par Jules Romain comme étant déjà empereur. En réalité, il a déjà le couvre-chef de l'empereur, hein, la couronne radiée. En réalité, il n'est pas empereur, il s'efforce de conquérir le pouvoir, mais il n'est pas. Et Constantin, en tout cas, reçoit sur le champ de bataille du pont Milvius
on pourrait dire, une faveur divine extraordinaire. Le Dieu des chrétiens lui parle, enfin une voix céleste retentit sur le champ de bataille, voix qui lui dit à Constantin, prends ce signe et par ce signe, tu vaincras. Alors de quel signe s'agit-il? Bon, le peintre a pensé que c'était plutôt la croix. La croix, dans les premiers siècles du christianisme, n'est pas le symbole des chrétiens, c'est un symbole tout à fait déplaisant, servile, enfin vraiment tout à fait repoussant. Donc il y a d'autres symboles pour les chrétiens, et notamment le symbole que l'on voit ici, qui est la superposition des deux premières lettres du nom du Christ, le qui et le rho, ce symbole qu'on appelle le chrisme. Donc c'est le signe qui est envoyé à Constantin, prends ce signe et par ce signe tu vaincras. Et Constantin fait représenter le chrisme sur ses enseignes, sur ses étendards, sur ses monnaies, une monnaie qu'il a fait frapper quelques années plus tard. Et donc Constantin remporte la bataille du Pont-Milius, c'est une victoire pour lui, c'est donc une défaite évidemment pour l'empereur Maxence, que l'on voit là. L'empereur Maxence qui est noyé dans le Tibre, le cadavre de Maxence est repêché, décapité, profané de diverses façons. Bref, c'est la défaite complète pour l'empereur en titre, renversé par son compétiteur Constantin. Donc revenons à nos insignes impériaux. C'est une hypothèse, évidemment. Mais on peut penser que les partisans de Maxence, désespérés par la défaite du Pont Milvius, désespérés parce qu'ils ont vu, c'est-à-dire la défaite de l'empereur, la ruine complète de l'empereur et la victoire de celui qui se rattache, qui se réclame d'un Dieu nouveau, eh bien, ces partisans de Maxence, peut-être, ont-ils enterré les insignes impériaux au pied de la colline du Palatin, dans le sanctuaire des Curiae Veteres, qui est lié par toutes les fibres mythologiques, qui est lié donc à la personne et à l'image de Romulus. Donc les derniers Romains se tournent vers les premiers Romains, en quelque sorte, ce qui fait qu'on peut dire que sur les flancs du Palatin, l'histoire rejoint le mythe. Le mythe, c'est le mythe de Romulus, et l'histoire, en l'occurrence l'histoire de l'empereur Maxence, rejoint le mythe à cette occasion. Donc des objets peu connus, mais des objets très intéressants qui évoquent évidemment une page importante de l'histoire de Rome. La bataille du Pont Milvius est souvent considérée comme, disons, une étape absolument décisive dans la promotion du christianisme. L'Empire n'est pas chrétien en 312, Constantin sans doute n'est pas chrétien lui-même en 312, mais Constantin choisit le Dieu des chrétiens et par ce signe, justement, il remporte la victoire. Alors nous avons rejoint le récit historique et donc je continue en essayant de décrire le sommet de la colline du Palatin, en essayant donc de présenter les monuments qui se sont établis au fil du temps sur le sommet du Palatin. Alors le Palatin, c'est une des 7 collines de Rome, oui. Le Palatin, c'est en fait un lieu géographique précis, et sur le Palatin s'est établi un quartier résidentiel. Quand on réside sur le Palatin, on est tout à fait à côté du Forum, mais on est en hauteur par rapport au Forum, donc on est à la fois au cœur de la ville, au cœur de l'agitation de la ville, et en même temps un peu en retrait. Le Palatin était considéré comme un quartier très agréable, très élégant aussi. Certaines notabilités romaines vivaient sur le Palatin. Cicéron, par exemple, était installé sur le Palatin. L'empereur Auguste est né sur le Palatin, bien sûr pas comme empereur, mais il est né en 63 avant Jésus-Christ, à un moment où son grand-oncle Jules César était grand pontife, et à un moment où le Cicéron, dont je viens de parler, eh bien, était lui-même consul. Donc, la colline du Palatin peut être rattachée aussi à l'empereur Auguste, dont un auteur tardif nous dit qu'il était né sur le Palatin. En tout cas, c'est sur le Palatin qu'Auguste choisit d'établir sa maison, sa résidence. Et c'est donc le premier bâtiment important qu'on peut mentionner sur le Palatin. Il faut faire un effort d'imagination, parce que quand on observe évidemment le sommet de la colline du Palatin, on ne voit pas grand-chose. Si vous vous promenez au pied du Colisée, vous pouvez vous dire que le Colisée est en ruine, mais enfin les ruines sont absolument colossales, justement, absolument impressionnantes. Si vous vous promenez sur le forum républicain ou sur les forums impériaux, bon, bien sûr, tout est en ruine, mais enfin, il y a quand même des ruines évocatrices. Songez par exemple à la colonne Trajane qui est ici. Si vous vous promenez sur le sommet du Palatin, vous ne voyez rien.
tout est en ruine, même les ruines sont ruinées, si l'on peut dire, et il faut être très attentif et faire un gros effort d'imagination pour simplement se représenter ce qui a existé sur le Palatin. Donc, je vais faire appel à votre sens d'imagination et puis essayer de me stimuler par des plans, par des dessins, parce que je ne peux pas vous montrer des photos des ruines, elles ne montrent rien, il faut dire. Alors, commençons donc par là, la maison d'Auguste. Auguste s'établit sur le Palatin, là où il est né. Il achète plusieurs maisons pour établir sa résidence, la résidence de la famille et la résidence du détenteur du pouvoir. Vous savez que l'empereur Auguste a prétendu toute sa vie qu'il, c'est une citation, qu'il n'avait pas plus de pouvoir que les autres magistrats, mais qu'il l'emportait sur tous en autorité. Et donc, il affectait toute sa vie de vivre simplement, pas pauvrement quand même pas, mais de vivre simplement. Et les ruines de sa maison accréditent cette ambition qu'il avait d'apparaître comme étant un Romain traditionnel. Voilà le plan. Pas de photo des ruines, elles sont peu évocatrices. Hein. Voilà le plan. Vous voyez l'échelle ici, hein, ce segment représente 10 mètres. La maison d'Auguste, c'est ceci. Donc quelques mètres de long, peu de mètres de large, et une division en deux parties. Une partie à droite qui est la partie publique de la maison d'Auguste, et une partie à gauche qui est la partie privée de la maison d'Auguste. L'ensemble a été fouillé dans les années 50. On peut visiter ces ruines. Elles sont en partie souterraines, parce que quelque chose s'est construit par-dessus au fil du temps. Et les spécialistes ont réussi à reconstituer une partie des fresques qui ornaient les murs des salles. Donc, la maison d'Auguste et un autre bâtiment en arrière qu'on appelle conventionnellement la maison de Livie, Livie étant l'épouse d'Auguste. Elle aussi, cette maison de Livie a conservé des fresques que l'on peut voir. Alors, des fresques, oui, dans les deux bâtiments, et puis tout à côté, le temple d'Apollon. Le temple d'Apollon qu'Auguste fait construire à la porte de sa maison. Il affecte de vivre à côté du temple d'Apollon, en fait. Le temple d'Apollon sur le Palatin, c'est le premier temple d'Apollon établi à Rome. Apollon est un dieu étranger, comme vous le savez, à Rome, c'est un dieu grec. Et ce dieu est apparu sur le champ de bataille d'Actium en 31. Actium, c'est la grande victoire d'Auguste qui confirme son pouvoir et son autorité. Et donc, Apollon est un petit peu le dieu protecteur, au fond, d'Auguste. Et ce temple d'Apollon, donc, est bâti sur le Palatin. Alors, si l'on essaye de voir ce à quoi ressemble le site de la maison d'Auguste, voilà une possibilité de concrétiser un petit peu cette zone. On peut prendre des plans qu'on vient de faire, les photos ne donnent rien, il peut y avoir des dessins. Et ce dessin est dû à Jean-Claude Golvin. Jean-Claude Golvin qui est un historien, un architecte, un archéologue, un dessinateur aussi. Et Jean-Claude Golvin a constitué des dossiers extrêmement précis, extrêmement étoffé sur les grands monuments de la Rome antique. Et il s'efforce donc, lui qui est dessinateur, il s'efforce de restituer un état possible de ces monuments anciens. Alors, vous voyez ici le temple d'Apollon, donc je vous ai dit tout à l'heure, qui a été établi par Auguste, et Auguste affecte de vivre à côté du temple d'Apollon. Ici, nous avons la partie publique de la maison d'Auguste, et là, la partie privée de la maison d'Auguste, et en arrière, la maison de Livie. Donc des bâtiments relativement modestes et décorés de fresques qui, pour certaines, ont été conservées. Voilà, par exemple, une fresque ornant l'un des murs de la partie publique de la maison d'Auguste, fresque donc, qui a pu être reconstituée. Et Jean-Claude Golvin met en scène cette fresque dans un dessin qui nous permet de nous faire une petite, notamment en reconstituant le toit, qui nous permet de nous faire une petite idée de ce à quoi pouvait ressembler la pièce. Une autre partie de la maison d'Auguste a été identifiée. On sait que, c'est Suétone qui nous raconte ça, on sait qu'Auguste était un travailleur méthodique, scrupuleux, hein, il préparait les conversations qu'il pouvait avoir avec ses familiers, et donc il se retirait fréquemment dans on pourrait dire son cabinet de travail, où il entendait bien qu'on le laisse seul, tranquille.
Et ce cabinet de travail, il l'avait appelé son Syracuse. Alors, pourquoi Syracuse, on ne sait pas bien, mais on pense que l'on a retrouvé le Syracuse de l'empereur Auguste, donc une petite pièce un peu à l'écart, un peu en hauteur aussi, joliment décorée, vous voyez les fresques sauvées et reconstituées, en miettes forcément, et donc il est probable que c'est là qu'Auguste se retirait pour réfléchir aux destinées de l'Empire. Bon, donc, une maison d'Auguste qui est peu impressionnante par son volume, par sa taille, c'est à la fois une réalité qu'on peut voir aujourd'hui, mais c'est aussi une ambition du prince, c'est aussi un choix politique. Il ne s'agit pas pour celui qui n'est pas un souverain, il ne s'agit pas de vivre comme un roi. Il ne s'agit surtout pas de vivre comme les rois hellénistiques qu'Auguste a pu combattre et dont il a pu triompher. Il ne s'agit surtout pas de créer à Rome une résidence luxueuse comme celle que l'on a pu trouver ici et là, à Pella, à Antioche ou à Alexandrie. Surtout pas. Donc, une résidence relativement modeste. Ses successeurs ne le suivront pas sur ce chemin, sur cette voie. Les successeurs d'Auguste vont transformer toute la surface de la cime du Palatin. Ils vont petit à petit, au fil du temps, bâtir entièrement cette surface donc, du Palatin. Voilà par exemple une vue qui nous montre la colline vue depuis le forum, donc une colline qui a quelques dizaines de mètres de haut, et cet emplacement où il y a une terrasse qui donne une vue magnifique sur le forum, cet emplacement est celui d'un des bâtiments qui a été construit par les successeurs d'Auguste. On appelle cela conventionnellement la maison de Tibère. C'est la partie la plus ancienne qui a été édifiée après Auguste, dont il ne reste rien, puisque l'ensemble a été transformé en jardin au XVIe siècle. Et donc, c'est une promenade agréable, mais on ne s'imagine pas que l'on marche dans un palais romain lorsque l'on est sur cette terrasse. Alors voilà, par exemple, une maquette, la maquette qui est au musée de la civilisation romaine, la maquette de Gismondi, qui a été réalisée dans l'entre-deux-guerres et que l'on voit au musée de la civilisation romaine lorsque celui-ci est ouvert, or il est fermé depuis des années. Eh bien, donc, ceci, c'est la surface du Palatin. Vous avez ici la maison d'Auguste, donc le temple d'Apollon, la partie publique de la maison d'Auguste, la partie privée de la maison d'Auguste, la maison de Livie, l'escalier de Cacus, dont on a parlé tout à l'heure, et puis là, eh bien, le Lupercal, sur lequel nous avions réfléchi tout à l'heure. Et donc, ce que je viens de vous montrer, c'est ceci, c'est-à-dire le palais de Tibère, la maison de Tibère, dont il ne reste absolument rien, et qui donne une vue sur le forum. Les bâtiments du forum aujourd'hui sont eux-mêmes en ruine, donc la vue existe. Au 1er siècle de notre ère, la vue devait buter sur les basiliques du forum, probablement. Et donc, les successeurs d'Auguste ont construit ceci, et tous ces bâtiments qui occupent le sommet du Palatin. Alors, ce sont des bâtiments qui n'ont pas été construits à la même époque, ce sont des bâtiments qui sont enchevêtrés les uns dans les autres, ce sont des bâtiments qui sont tous en ruine, et il est bien difficile de s'y repérer. Alors, je vais raisonner sur ces bâtiments qui sont là, les trois côte à côte que vous voyez là, que les archéologues d'aujourd'hui appellent Domus Flavia, Domus Augustana et Stadium. Ce sont des appellations modernes, on ne sait pas trop comment on appelait ces bâtiments dans l'Antiquité. Voilà donc le plan, Domus Flavia, Domus Augustana, Stadium. On peut considérer que la zone intitulée ou nommée Domus Flavia constitue la partie publique de la résidence des empereurs à partir de la dynastie flavienne, c'est-à-dire de la deuxième moitié du 1er siècle de notre ère. À partir de la fin du 1er siècle, disons, c'est cette zone-là qui, pense-t-on, constitue la partie publique de la résidence impériale. Et la Domus Augustana, eh bien, c'est la partie privée de la résidence impériale. Alors, dans la partie publique de la résidence impériale, donc Domus Flavia, il y a différents bâtiments, il y a un péristyle, il y a différentes salles, mais la salle la plus caractéristique, la salle la plus importante, elle est notée A sur ce plan, c'est la grande salle, la légende ici l'appelle Aula Regia. Aula Regia, c'est une appellation médiévale, ce n'est pas forcément une appellation antique. Aula Regia, ça veut dire la salle
royale. Cette Aula Regia, on peut l'appeler aussi grande salle, salle où l'empereur reçoit, enfin donne les audiences, où il reçoit les salutations. C'est la salle de parade. S'il y avait un trône, on parlerait de salle du trône. Et donc, dans les palais impériaux, il y a une salle de ce genre. Dans tous les palais impériaux qui ont été édifiés au fil du temps dans l'Empire, il y avait une salle de ce genre. Aucune n'a été conservée, et donc pas à Rome en tout cas, sauf la salle, l'Aula Regia de la salle, enfin du palais de Trèves en Allemagne. Le palais de Trèves en Allemagne donc a conservé cette salle-là, qui à Rome n'existe plus, mais qui à Trèves existe toujours parce que la salle a été transformée en église, et est encore aujourd'hui une église d'ailleurs. Donc c'est une salle très vaste, de plus de 200 pieds romains de long et d'une centaine de pieds romains de large et de haut, donc vous voyez, près de 70 mètres de long et à peu près 30 mètres de large et de haut. Ça, c'est la salle du palais de Trèves qui existe encore. Et on sait que la salle du palais de Rome était plus grande que celle-là. Donc, si l'on essaye de la reconstituer par le dessin, ben, cela peut nous donner quelque chose comme ça. On sait que la salle était décorée à l'intérieur de statues figurant dans des niches. On sait que l'empereur y recevait donc les audiences et les salutations. Et donc Jean-Claude Gaulvin a imaginé que cette grande salle du palais pouvait ressembler à ce dessin que vous avez sous les yeux. Lorsque l'on est sur le Palatin, il ne reste absolument rien de cette salle, à peine les fondations. Et il ne reste absolument rien de cette salle, et donc il faut vraiment faire un effort d'imagination pour imaginer donc qu'il y avait sur le Palatin une salle de plus de 30 mètres de haut. C'est vraiment très abstrait. Donc, partie publique du palais, la partie publique de la résidence. Et puis, il y a la partie privée de la résidence, où là aussi, il y a différents bâtiments, différentes salles, mais il y a surtout un péristyle, donc une sorte de zone entourée de colonnades, un péristyle qui ressemble au péristyle de la partie publique, et puis un autre péristyle plus petit et en contrebas, qui est vraiment disons, le lieu le plus privé probablement de cette Domus Augustana. Alors, sur le dessin de Jean-Claude Gaulvin, on voit un peu mieux donc l'entrée de la Domus Augustana, le péristyle ayant à peu près la taille et étant à peu près au même niveau que le péristyle de la partie publique, et puis ici, l'autre péristyle plus petit et en contrebas avec un étage où se situaient plus probablement les appartements impériaux, le tout débouchant sur cette double colonnade incurvée, perchée juste sur le bord de la colline et dominant ce qu'il y a au pied de la colline du Palatin, c'est-à-dire le grand cirque, le cirque Maxime, dans lequel se donnaient les courses de chars. Donc l'empereur pouvait, si l'interprétation des archéologues est exacte, hein, l'empereur pouvait, sans sortir de son palais, eh bien, assister aux courses de chars. Donc, une partie publique de la résidence, une partie privée de la résidence, et puis le stadium que l'on a là. Le stadium, voilà, donc tout à l'heure nous avions vu ce mur en contrebas depuis le chemin vert, et voilà donc ce à quoi ressemble le stadium. C'est un rectangle très allongé de 160 mètres de long. À quoi pouvait-il servir? On a dit c'est un cirque pour les courses de chars. Bon, probablement ce n'est pas un cirque pour les courses de chars parce que d'une part il y a une colonnade qui fait le tour du stadium, il y a la base des colonnes qui a été conservée. D'autre part, il y a juste derrière ce mur, en contrebas, il y a un cirque pour les courses de chars. Donc, s'il y en avait un ici, cela ferait double emploi. Donc la double colonnade et l'espace assez vaste laisse à penser qu'il s'agit plutôt d'un jardin évidemment entouré du péristyle et d'un jardin pour la promenade et pour l'agrément, très probablement. Voilà donc décrit et évoqué cette Domus Flavia, ici avec la grande Aula Regia, cette Domus Augustana avec la colonnade incurvée dominant le Cirque Maxime, et puis ici le jardin que l'on appelle conventionnellement le stadium. D'autres bâtiments se sont dressés sur le Palatin, notamment toute cette zone qui a été construite à l'époque de la dynastie des Sévères, donc à la fin du IIe siècle, et tous ces bâtiments pour autant qu'on le sache, ont été utilisés par tous les détenteurs du pouvoir à Rome jusqu'à la fin de l'Antiquité. Alors sans doute que tel ou tel empereur a pu avoir une préférence pour telle ou telle partie de la résidence impériale, c'est possible, mais
lorsque le détenteur du pouvoir est à Rome, pendant des siècles, c'est sur le Palatin qu'il s'installe. Même au VIe siècle, le roi ostrogoth Théodoric, lorsqu'il est à Rome, Théodoric qui règne aussi à Ravenne, comme vous savez, eh bien, lorsque Théodoric est à Rome, c'est sur le Palatin qu'il s'installe. Et donc, le mot Palatium en latin, le mot Palatium a désigné depuis les origines le mont Palatin. C'est sur le Palatium en latin que donc s'est installée la Roma Quadrata, et puis c'est sur le Palatium que s'est installée la résidence d'Auguste, puis la résidence des successeurs d'Auguste. Le mot Palatium a donc acquis un deuxième sens, il désigne toujours le mont Palatin, mais il désigne aussi la résidence impériale. Et il a donc donné dans les langues modernes le mot palais. Palatium, palais. Le palais, qu'est-ce que c'est? C'est la résidence du souverain lorsque cette résidence n'est pas une forteresse. La forteresse, c'est le château fort, etc. Ici, ce n'est pas fortifié, c'est un palais. Et le mot palais, dans notre univers aujourd'hui, a ce sens-là aussi. Une sorte de bâtiment lié à un pouvoir, le palais de justice, par exemple, lié à un pouvoir, mais bâtiment qui surtout n'est pas une forteresse. Et donc tout cela nous vient des empereurs de Rome installés sur le Palatin. Alors, nous avons évoqué cette promenade sur le Palatin, nous avons marché sur le chemin botanique, si l'on peut dire, on a évoqué la mythologie, on a évoqué un petit peu l'histoire de la ville, et je voudrais terminer en parlant donc d'un objet, d'une œuvre qui est un petit peu symbolique et peut nous permettre de terminer cette promenade. C'est la louve du Capitole. Alors, on appelle cet objet louve du Capitole simplement parce qu'elle est conservée, enfin, il est conservé, cet objet, au musée du Capitole, dans le palais des conservateurs. Mais dans le mythe de la louve, rien ne rattache la louve au Capitole, mais tout rattache la louve au Palatin, au contraire. C'est au pied du Palatin que se trouve la grotte de la Louve, c'est sur le Palatin que Rémus et Romulus surtout, fondent la ville de Rome, et donc la louve a été, dans toute l'histoire de Rome, le symbole, je dirais, du mythe des origines, le symbole des premiers temps de Rome, le symbole de Romulus et des premiers temps de Rome, mais la louve est devenue aussi le symbole de Rome, le symbole de la ville de Rome, le symbole de l'Empire romain, le symbole de la puissance de Rome, un symbole pendant toute l'Antiquité. Les Romains faisaient figurer la louve sur certains boucliers, sur certaines enseignes, sur certaines monnaies. Des louves en bronze avaient été installées en différents endroits. Cicéron, par exemple, en a vu une sur le Forum. Pline l'Ancien en a vu une sur le Capitole. Denis d'Halicarnasse, l'auteur grec, en avait vu une aussi sur le Forum. Donc, il y a la louve mythique des origines de Rome, il y a le symbole, on pourrait dire, politique de Rome, et il y a les objets en bronze qui existaient dans l'Antiquité et qui incarnaient au fond cet aspect de la louve. Ce que nous avons sous les yeux, c'est un objet en bronze qui mesure 75 cm de haut et 114 cm de long. Et c'est de cet objet en bronze que je vais parler. Je ne suis pas en train de revenir sur le mythe des origines, mais je parle de cet objet-là, cette statue-là. Alors, c'est une statue qui est bien connue, donc on l'appelle la louve capitoline, la louve du Capitole. C'est une statue qui est bien connue et on peut retracer son parcours depuis l'année 1471. En 1471, la louve capitoline fait partie de la donation de Sixte IV. Sixte IV est le pape qui règne en 1471. C'est le pape qui fait bâtir au Vatican la chapelle qui porte son nom, la chapelle Sixtine, c'est la chapelle du pape Sixte IV. Les successeurs de Sixte IV feront décorer la chapelle Sixtine par Michel-Ange, par exemple. Et donc, Sixte IV, en 1471, donne à la ville de Rome quelques statues en bronze, parmi lesquelles il y a la louve capitoline et quelques autres statues. Alors, pourquoi? Ce n'est pas notre sujet, mais la statue est connue au moins à partir de 1471. La ville de Rome reçoit cette statue et elle la reçoit comme un symbole de la ville de Rome.
Elle va donc installer cette statue devant l'église Saint-Théodore sur le Palatin. À l'époque, il y a encore une église sur le Palatin, elle n'existe plus aujourd'hui. Les fouilles archéologiques l'ont fait disparaître. Et donc, la ville de Rome installe la statue devant l'église Saint-Théodore et pour l'occasion, ajoute à cette statue les deux petites statuettes des jumeaux Rémus et Romulus, ces deux petites statuettes qui sont commandées au sculpteur Antonio Pollaiuolo. Donc on sait depuis le XVe siècle que les jumeaux ont été ajoutés au XVe siècle. Ça ne fait de doute pour personne. Et donc la statue est présentée sur le Palatin dans un premier temps, dans la deuxième moitié du XVe siècle. Et puis en 1544, les travaux de transformation du Capitole menés en partie par Michel-Ange sont en gros terminés. Le palais des conservateurs est en gros terminé, et donc la Louve est transportée depuis le Palatin jusqu'au Capitole. Elle est installée dans le palais des conservateurs sur le Capitole, et c'est là qu'elle se trouve encore aujourd'hui. Donc, depuis 1471, l'itinéraire de la Louve est particulièrement bien documenté, particulièrement bien connu. Cette Louve, depuis 1471, cet objet, donc, a impressionné tous ceux qui l'ont vu, tous ceux qui l'ont regardé. C'est un travail comment dirais-je, de bronzerie, si on peut dire, tout à fait remarquable, qui a été observé par les artistes, qui a été observé aussi par tous ceux qui cherchent à comprendre ce qu'est l'Antiquité. Au XVe, au XVIe siècle, on s'intéresse évidemment à cela. Et donc, l'objet a acquis très vite une célébrité tout à fait importante. Et lorsque les experts, les érudits, commencent à esquisser ce qu'on appellera par la suite une histoire de l'art, un personnage, par exemple, comme Winckelmann au XVIIIe siècle. Winckelmann est un théoricien allemand qui est à la fois architecte, archéologue, théoricien de l'art. C'est l'un des fondateurs, si on peut dire, de l'histoire de l'art, dans un ouvrage qui est publié donc, pour la première fois en 1764 et qui est réédité périodiquement jusqu'à nos jours et qu'on peut trouver aujourd'hui en livre de poche. Hein, donc, l'histoire de l'art dans l'Antiquité de Winckelmann. Donc, le grand Winckelmann voit la Louve du Capitole, considère que c'est un objet tout à fait remarquable, que c'est un chef-d'œuvre. Il estime que cette Louve a été réalisée par les bronziers dans un style sévère, ce qui dénote, pense-t-il, son ancienneté. Et donc, Winckelmann propose comme datation pour la Louve du Capitole, eh bien, il propose le début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, un objet antique, même peut-être étrusque, en tout cas très ancien et symbolisant parfaitement Rome. Et c'est vrai que cette statue présente quelques analogies avec les bronzes étrusques qui ont commencé à apparaître depuis le XVIe siècle, la chimère d'Arezzo, par exemple. C'est un fait qu'il y a quelques parallélismes que l'on peut établir. C'est cela qui amène évidemment à faire de la Louve du Capitole ce qu'on pourrait appeler le fleuron du musée du Capitole. Et ce fleuron du musée du Capitole est donc à la fois un objet précis, celui dont je suis en train de parler, et d'autre part un objet précis qui peut être interprété sans difficulté. Il correspond parfaitement à tous les textes que nous avons décrivant les louves de l'Antiquité, les louves en bronze de l'Antiquité. Il n'y a pas de problème d'interprétation, si vous voulez, pour savoir ce que c'est que cet objet. C'est une louve romaine. Et donc, le fleuron en question a fait l'objet au début du XXIe siècle d'une étude très attentive, très poussée, pour d'abord pour nettoyer l'objet au fil du temps, hein, et puis aussi pour essayer de comprendre comment il avait été fabriqué. Donc, l'on a, avec des techniques modernes, vous savez, des caméras endoscopiques, enfin, on a examiné un petit peu partout la Louve, qui est creuse, bien sûr. Hein, les grands bronzes de ce genre sont toujours creux, autrement, ils pèseraient des tonnes. Hein. Et donc, l'objet a été étudié dans les premières années du XXIe siècle, pendant plusieurs années, de façon très méthodique. Et on a remarqué un certain nombre de choses quand même particulières. D'abord, cet objet correspond parfaitement aux descriptions antiques des louves qui existaient. Et c'est ce qui en fait la particularité, mais cette particularité pose problème. Rien dans
le mythe de la Louve, ne peut rattacher cet objet à quoi que ce soit qui soit en rapport avec le christianisme. C'est un objet complètement païen, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. C'est-à-dire, on ne peut, s'il s'agit de comprendre pourquoi cet objet a été conservé pendant des siècles, pourquoi on n'a pas récupéré le métal, pourquoi on n'a pas fondu la statue pour récupérer le métal, comme cela s'est fait très souvent. Il y a plusieurs hypothèses qu'on peut envisager. Par exemple, on peut dire, c'est le cas de la statue de Marc Aurèle sur la place du Capitole, justement, c'est une statue équestre d'un empereur païen, Marc Aurèle, mais c'est une statue qui a été prise au Moyen-Âge pour la statue de l'empereur Constantin, le premier empereur chrétien. Et donc, on conserve la statue du premier empereur chrétien, on n'aurait peut-être pas conservé la statue d'un empereur païen. Donc, si la statue de Marc Aurèle a été conservée, c'est parce qu'on s'est trompé sur son identification. La Louve ne pose aucun problème d'identification, c'est un symbole païen et pas du tout chrétien. Donc, pourquoi a-t-il été conservé? La plupart des bronzes antiques qui ont été conservés ont été en fait repêchés dans la mer, parce qu'on les avait jetés à la mer volontairement, ou bien plus souvent parce qu'ils avaient fait naufrage en même temps que le navire qui les transportait. Presque tous les bronzes antiques ont été repêchés dans la mer. Et donc, ils ont été conservés par la mer. Quelques-uns avaient été cachés. Par exemple, l'Aurige de Delphes s'est conservé jusqu'à nous parce que dans l'Antiquité, un glissement de terrain l'avait recouvert, l'avait fait disparaître, et que l'on a retrouvé l'Aurige de Delphes à la fin du XIXe siècle. Donc on peut comprendre pourquoi cette statue a été conservée. Rien de tout ça ne s'applique à la Louve du Capitole. Donc, question, comment se fait-il que nous ayons ce bronze aujourd'hui? Et puis, on a remarqué aussi, deuxième aspect de l'étude attentive dont la Louve a fait l'objet, on a remarqué que ce bronze avait été entièrement réalisé en utilisant la méthode de la fonte à la cire perdue. Alors, la méthode de la fonte à la cire perdue, ça consiste à façonner l'objet qu'on veut réaliser en bronze, le façonner d'abord en cire. Le façonner en cire, et si l'on veut que l'objet soit creux, et c'est ce qu'on veut, parce qu'autrement il serait trop lourd, eh bien alors, ce n'est pas ce que montre le petit schéma ici, alors il faut façonner l'objet en cire sur un socle, sur un massif, sur une âme de terre, d'argile. Donc on façonne l'objet en cire sur un socle d'argile, et puis on recouvre l'objet en cire d'une couche d'argile, comme on le voit ici, à la suite de quoi le bloc est mis au four pendant plusieurs jours. Au four, l'argile va cuire. Si on a choisi les bons ingrédients, on va avoir de la terre réfractaire. Et au four, la cire va fondre évidemment sous l'effet de la chaleur. Elle va fondre, elle va s'écouler, elle va être perdue, d'où le nom de fonte à la cire perdue. Et lorsque cela aura été réalisé, eh bien, nous aurons un moule creux en terre réfractaire dans lequel on pourra verser du bronze en fusion. Le bronze va couler dans le moule et va venir occuper l'espace qui avait été occupé par la cire, c'est-à-dire va venir se transformer en quelque sorte dans l'objet que l'on avait voulu réaliser et que l'on avait façonné en cire. Il suffira ensuite d'éliminer les cônes de coulée, de polir le tout, de patiner éventuellement avec différents acides et l'affaire est faite. Bon. La technique de la fonte à la cire perdue est connue dans l'Antiquité, mais elle est quand même un petit peu délicate à mettre en œuvre, surtout si l'on doit fabriquer un bronze creux. Il y a une œuvre célèbre qui a été réalisée de cette façon dans l'Antiquité, c'est la table claudienne de Lyon. La table claudienne de Lyon, qui est une inscription absolument magnifique, la gravure est superbe, les lettres de l'inscription ont servi de modèle pour les polices de caractère dans bien des cas. Et donc cette table claudienne de Lyon, nous n'en avons que la moitié inférieure, il nous manque la partie supérieure, contient le texte d'un discours que l'empereur Claude a prononcé devant le Sénat à Rome en 48 après Jésus-Christ, il était censeur à l'époque, et donc on connaît la moitié du texte par l'inscription, mais l'historien Tacite a résumé le discours de Claude dans les textes qu'il a écrits, donc on connaît le thème général du discours sans difficulté. Eh bien, cette table claudienne de Lyon a d'abord été réalisée en cire. Elle n'est pas creuse. Hein. Elle a d'abord été réalisée en cire, ce qui a permis éventuellement de corriger des erreurs qu'on aurait pu commettre. Hein. C'est plus facile de corriger sur de la cire que sur du bronze. Et donc, une fois que l'œuvre était parfaite, alors elle a été coulée à la cire perdue, comme je l'ai expliqué. La plupart du temps, les bronzes, les grands bronzes, les grandes statues ne sont pas réalisées à la cire perdue. Vous avez là, par exemple, au musée du Capitole, le grand colosse de Constantin.
dont on peut voir l'intérieur, et on voit très bien qu'il est composé de plaques de bronze qui avaient été coulées avec la méthode de la fonte au sable, plaques de bronze qui ont été assemblées, qui ont été soudées les unes aux autres. Ça, c'est les méthodes normales de construction des statues, un petit peu importantes, dans l'Antiquité. La Louve capitoline a été réalisée à la cire perdue. Donc, techniquement, c'est faisable, la méthode est connue de l'Antiquité, mais ce serait une particularité. Fondre à la cire perdue, ça veut dire essentiellement cuire de la terre. On cuit la terre pour réaliser le moule. En fait, on veut réaliser une œuvre en bronze et donc on la façonne en cire. Et pour cela, il faut cuire de la terre. Et réfractaire ou pas, il faut cuire la terre. Et donc, les techniques physiques d'investigation que nous avons peuvent, on emploie la méthode de la thermoluminescence, peuvent proposer une datation pour la cuisson de la terre. Et bien sûr, ces méthodes ont été employées pour la louve du Capitole, parce que les bronziers qui ont réalisé la louve ont retiré la terre réfractaire par le dessus, le moule, mais ils ont retiré aussi la terre réfractaire par l'intérieur, le bronzé creux. Ils ont retiré cette terre de l'intérieur, il y a des orifices pour cela, mais ils n'ont pas réussi à retirer la totalité de la terre, des zones un petit peu difficiles d'accès, où la terre réfractaire, qui avait été cuite, eh bien, s'est trouvée conservée jusqu'à nos jours. Donc, en analysant plusieurs morceaux résiduels de terre réfractaire, eh bien, il a pu être montré que la terre avait été cuite, donc le bronze avait été coulé, entre le 8e et le 16e siècle après Jésus-Christ, excusez-moi, c'est-à-dire au Moyen Âge. La louve du Capitole est un bronze, oui, mais ce n'est pas un bronze antique, c'est un bronze médiéval. Et évidemment, c'est une surprise totale. Personne ne s'attendait à cela. L'enquête et l'analyse précise qui a été menée sur la louve du Capitole ne cherchait pas du tout à évaluer la date de fabrication. C'était acquis qu'il s'agissait d'un bronze antique. Et voilà que l'on comprend que ce n'est pas un bronze antique. Alors, cette datation en a scandalisé plus d'un, au point que même au musée du Capitole, là où on peut trouver la brochure dont vous venez de voir la première page, enfin la couverture, dans la boutique du musée, on vend cette brochure, mais sur le site web du musée, encore aujourd'hui, on indique que la louve capitoline a été fabriquée au 5e siècle avant Jésus-Christ, et on sait que ce n'est pas le cas, elle a été fabriquée entre le 8e et le 16e siècle, après Jésus-Christ, en tout cas avant 1471, puisqu'on connaît la date de 1471. Voilà, donc je vais en rester sur cette observation. Et la vraie question qui se pose n'est pas de savoir s'il faut critiquer ou pas la méthode de datation. Voilà, la Terre a été cuite entre le 8e et le 16e siècle. C'est un fait. La vraie question qui se pose, c'est la question suivante. Pourquoi, au Moyen-Âge, à une date un peu floue, soit au milieu du Moyen-Âge, soit dans le haut Moyen-Âge, pourquoi au Moyen-Âge a-t-on fabriqué à Rome ou dans la région de Rome, parce que l'analyse de la terre permet de comprendre que les ingrédients ont été obtenus dans la région de Rome, pourquoi dans la région de Rome a-t-on fabriqué au Moyen-Âge un bronze qui ressemble à un bronze antique, un bronze qui a été réalisé tellement bien qu'il a abusé les meilleurs experts des siècles? Pourquoi a-t-on fait ça? Et ça, c'est une question dont la réponse ne se trouve pas sur le Palatin, c'est une question dont la réponse se trouve peut-être sur le Capitole. En tout cas, c'est une question que nous reposerons le mois prochain lorsque nous parlerons du Capitole.